Alors aujourd'hui, on va voir un petit peu, on va revenir sur les fondamentaux de la vente. Il y a plein de choses que certainement vous devez connaître, mais il y a peut-être des choses que vous ne connaissez pas, et c'est ça qui vaut la peine. Parce qu'un vendeur, en réalité, c'est comme une voiture de sport. Il faut faire des petits réglages pour que ça fonctionne au mieux. D'accord ? Donc ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de vous donner des petits outils pour faire des réglages qu'il faut pour arriver à performer plus dans la vente. Ok ? Alors on va dire qu'est-ce que c'est que la vente ? D'après vous, si vous deviez définir la vente, qu'est-ce que c'est ? La vente, en fait, c'est quoi ? C'est amener le client d'un point A à un point B. Le point A, ça veut dire le statu quo, que l'on doit absolument briser, ça veut dire qu'il ne travaille pas avec nous, et on doit l'amener au point B, qui est la vente, la finalité. D'accord ? Maintenant, la vente, contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent, elle ne se ferme pas à la fin du processus, mais bien depuis le début du processus jusqu'à la fin du processus. C'est comme ça qu'on ferme une vente, d'accord ? C'est-à-dire que dès les premiers instants, au moment où on commence à dire bonjour au client, il lui suffit de 4 secondes pour se faire une idée sur nous. En 4 secondes, ce n'est pas les mots qu'on va lui dire qui sont déterminants. Ne serait-ce que n'importe qui que vous allez rencontrer pour la première fois de votre vie, il vous suffira de 4 secondes pour vous faire une idée de la personne. Alors, ce n'est pas par rapport aux mots qu'il va dire, c'est par rapport à ce qu'il va dégager, par rapport à ce que vous allez ressentir de la personne. Et là, tout de suite, vous le cataloguez et vous vous faites une idée de la personne. Maintenant, dans la vente, il y a un principe, c'est que pour vendre, il faut que le client ait absolument confiance en 3 points principaux. Ces 3 points, il doit avoir confiance en vous en tant que vendeur, il doit avoir confiance en votre produit ou en votre service, et il doit avoir confiance en votre entreprise. Si il n'a pas confiance dans un de ces 3 points, vous ne pourrez pas lui vendre. Ok ? Donc c'est ce que j'appelle la ligne de 10. Imaginez-vous, vous avez une ligne qui part où il y a 0 jusqu'à 10. Ok ? Votre client, vous devez l'amener jusqu'au 10, qui est la certitude. En fait, qu'est-ce que c'est que la vente ? La vente, c'est la matérialisation de l'enthousiasme et de la certitude partagée. C'est-à-dire que vous avez de l'enthousiasme et de la certitude par rapport à votre produit, et vous devez partager cet enthousiasme et cette certitude à votre client. Une fois que vous avez réussi à faire ça, vous pouvez lui vendre. Donc on a dit, il y a les 3 points principaux sur lesquels le client il doit avoir une absolue certitude pour pouvoir faire affaire avec vous. Alors, il y a des vendeurs, ils me disent, oui, mais moi j'ai bien expliqué le produit au client. J'ai bien expliqué le produit, mais il m'a pas acheté. Je suis sympathique, mais il m'a pas acheté. C'est parce que tu lui as pas donné suffisamment confiance par rapport à ton entreprise. S'il a confiance en entreprise et pas au vendeur, ça marche pas. S'il a pas confiance s'il a confiance en l'entreprise et au produit, mais pas dans le vendeur, ça marchera pas non plus, etc. Donc il faut qu'il ait vraiment l'absolue certitude par rapport à ces 3 points qu'on vient de citer. D'accord ? Maintenant, le truc, c'est que quand vous êtes en ligne avec le client ou quand vous arrivez chez votre client, vous ne savez pas où est-ce qu'il se situe par rapport à la ligne de certitude. Là, on est au téléphone, on va pas chez Voilà. Quand vous êtes au téléphone, si vous êtes au téléphone avec le client, quand vous l'appelez, vous ne savez pas où est-ce qu'il se situe sur la ligne de certitude. Ok ? Donc c'est à vous de l'amener, d'après ce que vous allez dire et ce que vous allez faire, ce que vous allez lui dire en général au téléphone, vous allez l'amener à avancer sur la ligne de certitude. D'accord ? Regardez, de la même manière que quand on vous donne le nom d'un client, on vous donne son adresse, on vous donne tous les renseignements par rapport au client. Vous vous faites une idée du client. De la même manière, le client, il se fait une idée de vous et de votre entreprise. Mais à travers quoi ? À travers les mots que vous allez dire. C'est-à-dire que si vous savez choisir les bons mots, vous allez lui donner dans son esprit à construire une image de vous et de votre entreprise qui va l'amener à avancer sur la ligne de certitude. C'est clair ? Maintenant, il y a quelque chose qui est très 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 important, que très peu de commerciaux savent faire correctement, c'est qu'il faut écouter activement le client. Du reste, le vendeur, il a 2 oreilles et une bouche, parce qu'il doit écouter 2 fois plus que ce qu'il doit parler. Il y a des vendeurs, ils parlent trop. Le bon vendeur, c'est celui qui sait poser les bonnes questions à son client,
et qui sait après, en fonction des réponses que le client lui donne, surfer sur les réponses. Ok ? En réalité, pourquoi est-ce qu'il faut écouter le client ? Je vais vous poser une question. Combien de conversations vous pensez qu'il y a lors d'une vente en même temps ? Combien ? 3 ? Bravo, c'est la bonne réponse. Il y a 3 conversations. Il n'y a pas qu'une seule conversation. Félicitations. Il y a la conversation qu'il y a entre le vendeur et le client, bien naturellement. Il y a la conversation qu'a le vendeur avec lui-même. C'est-à-dire, il se dit, je vais lui dire ceci, je vais faire comme cela, je vais lui dire ceci. Et la conversation qu'a le client avec lui-même. Le client, lui, il veut entendre certaines choses de la part du vendeur. Et où est-ce qu'elle se situe la vente d'après vous ? Dans quelle conversation ? Entre le particulier au particulier. Entre le client et lui-même. Dans la conversation du client avec lui-même. C'est là où elle est la vente. L'erreur que font la plupart des commerciaux, c'est qu'ils s'écoutent eux-mêmes. Quand le client il parle, ils n'écoutent pas ce qu'il lui dit, ce qu'il répond. Parce qu'ils sont en train de préparer déjà la réponse qu'ils vont lui donner. Mais ce qui est important, c'est pas ce que vous allez dire. Parce que quand le vendeur il parle, ça veut dire quelque chose. Mais quand le client il parle, ça veut tout dire. Si le client il parle, il n'est pas dans la ligne de notre vente à nous, on est obligé d'attendre. Oui, on ne fait pas des affaires avec tout le monde. On ne peut pas vendre à tout le monde n'importe quoi, c'est évident, bien sûr. Si tu t'aperçois dès le départ que le client, c'est pas un client cible, c'est pas fait pour lui, tu perds pas ton temps, d'accord ? Le temps pour un vendeur, c'est ce qu'il y a de plus important. Du reste, la plupart des vendeurs, ils ne passent que 30% dans du temps productif. C'est quoi le temps productif pour un vendeur ? C'est uniquement quand il est face à face à son client ou quand il est au téléphone avec son client. Tout le reste, le fait qu'il prépare ses papiers, le fait qu'il prépare sa liste, le fait qu'il s'habille pour venir au travail, etc., ça, c'est pas du temps productif pour un vendeur. Quand on est un vendeur, on doit passer un maximum de temps dans du temps productif. Et le temps productif, c'est uniquement quand on est face à notre client, en tant que vendeur. Et les statistiques, elles prouvent que la plupart des vendeurs, ils ne passent que 30% de leur temps sur du temps productif. Donc si vous augmentez le pourcentage de temps que vous allez passer dans le temps productif, automatiquement vous allez augmenter vos ventes. C'est logique. Ce que tu veux dire, ça veut dire qu'il doit rester un peu plus de temps pour mieux expliquer au client. Bien sûr. Si par exemple vous avez, je sais pas, il y a des commerciaux, des fois ils vont sur le terrain, ils restent 1 heure chez le client. Le client il n'est pas convaincu. Il suffit de rester encore un quart d'heure pour pouvoir le convaincre. Ils ne le font pas. C'est dommage parce qu'ils ont perdu toute l'heure qu'ils ont passée. Oui. Alors s'ils avaient rajouté à ce petit quart d'heure, ils auraient pu réussir à convaincre le client. C'est clair ? On va voir que qu'est-ce qui fait que le client donc il est convaincu, c'est en priorité il doit avoir confiance en vous. Pourquoi ? Parce que on achète dans les gens en qui on a confiance. Mais par contre, on a confiance en qui ? Dans les gens que l'on aime. Donc le vendeur, il doit se faire aimer à tout prix de son client. Parce que le client, il peut mentir, et il va mentir, et il ment souvent. Pourquoi ? Pour se protéger. Imaginez-vous que quand vous arrivez chez le client ou quand vous êtes au téléphone, c'est comme s'il y a une barricade. Vous êtes d'un côté de la barricade et lui, il est de l'autre. Maintenant, le travail du commercial, c'est de montrer à son client qu'il est du même côté de la barricade que lui. Et comment est-ce qu'on fait ça ? Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais en grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut montrer au client qu'on regarde son intérêt. Parce que qu'est-ce qui intéresse le client ? C'est pas ce que vous allez lui dire. C'est d'améliorer ses affaires. Donc si vous lui dites par exemple, je pourrais vous proposer telle solution, mais ce n'est pas adapté à vous, ou j'imagine que comme moi, vous n'aimez pas quand vous avez ceci, etc., ça, vous lui prouvez à ce moment-là que vous êtes de son côté. Et si vous vous mettez de son côté, il va se passer 2 choses. Il va vous faire confiance, et quand il va vous faire confiance, tout ce que vous allez lui dire sera beaucoup plus persuasif. Si on aime quelqu'un, quand il nous parle, ce qu'il nous dit, on le trouve beaucoup plus persuasif, de manière naturelle. C'est clair ? C'est pour ça qu'il faut se faire aimer du client
pour pouvoir le faire avancer sur la ligne de certitude. La ligne de certitude. Parce qu'un client n'achètera pas s'il n'est pas certain à 100% sur les 3 points qu'on a vus précédemment. Certain sur votre produit, sur vous et sur votre entreprise. Bravo. Vous pouvez prendre des notes aussi. Hein. Vous pouvez prendre des notes. Moi, je vais boire un petit peu. Alors, ne sonnez pas comme un vendeur. Ce que je veux dire, c'est que quand vous parlez avec votre client, il ne faut pas qu'il ait l'impression qu'il a un vendeur au téléphone. Soyez plus comme un ami, un conseiller. OK ? Ça, c'est moi. Voilà. Voilà. Et tous les vendeurs qui réussissent et qui performent, c'est ceux qui arrivent à se faire passer pour des conseillers et des amis vis-à-vis du client. Parce que, parce que quand le client, il sent qu'on l'aime et qu'on est ami avec lui, alors il nous fait confiance. Et c'est beaucoup plus facile de faire la vente. Pourquoi il y a des commerciaux qui arrivent à vendre beaucoup plus que d'autres ? Parce qu'ils ont certaines choses qu'ils font que d'autres ne font pas. Donc si vous ne performez pas et que vous voulez performer, parce que le but c'est quoi ? Vous venez au travail le matin. Vous n'êtes pas venu pour perdre votre temps. Vous êtes venu pour ici pourquoi ? Pour une seule chose, pour gagner de l'argent. Ok ? Donc utilisez votre temps, maximisez votre temps pour arriver à faire un maximum d'argent. Il y a ce que j'appelle les muscles de vente. Autant que si on veut développer des muscles, tout le monde sait qu'il faut faire du sport pour développer des muscles. Il y a aussi chez le vendeur ce que j'appelle les muscles de vente. Les muscles de vente, c'est toutes ces petites choses que le vendeur il doit connaître pour arriver à faire la vente. Et ça se développe. Maintenant, c'est le travail du vendeur de savoir quels sont les muscles de vente qu'il doit développer, sur quoi il doit travailler, d'aller chercher les informations qui lui manquent, ou d'aller voir les collègues qui, eux, sont beaucoup plus forts dans ce domaine, d'essayer de voir comment eux, ils font, pour essayer de s'améliorer. Parce que si on améliore un tout petit peu, en réalité, c'est vrai que ça demande peut-être des efforts, mais ça coûte des centimes en termes d'efforts, mais ça peut rapporter des millions. On parlera de motivation tout à l'heure, quand on va avoir fini de parler des fondamentaux vraiment de la vente. D'accord ? Vous avez des questions pour l'instant, pour le moment ? Non, c'est bon, c'est clair ? D'accord. Est-ce que devenir trop copain avec le client peut perdre un peu de crédibilité par rapport à l'entreprise ? Bien, ça dépend du client. C'est quelque chose qu'on doit ressentir. On a trop de familiarité et on perd le sérieux du produit. Non, il ne faut pas avoir trop de familiarité, mais il faut faire comprendre au client qu'on est de son côté. Voilà, ça c'est important. Maintenant, il n'y a aucune vente qui se ressemble, d'accord ? Ça veut dire que pour faire une vente, il faut savoir s'adapter. Et un vendeur, il a plusieurs personnalités en réserve et il les active au moment opportun. En fonction de la personne qui est en face, okay, il faut que la personne, elle se... Parce que pourquoi c'est important de s'adapter à la personne en face ? Parce qu'on aime les gens qui nous ressemblent. Ok ? Et n'oubliez jamais une chose. Le sujet le plus important de chaque personne, vous connaissez, vous savez qui c'est. C'est lui-même. Donc si vous le mettez en avant, et que vous mettez à son niveau, et que vous êtes comme lui, il va vous trouver sympathique, et encore une fois on en revient, tout ce que vous allez lui dire, ça va être beaucoup plus persuasif. Toute sa vie. Voilà. Juste être son conseiller de son côté. Voilà. Donc tu es contre le système d'anti-vente. Ça dépend, il y a des cas où il faut faire de l'anti-vente, ça dépend du client. Encore une fois, c'est tout en fonction de la personne, comment elle réagit en face de toi. L'anti-vente, c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement, mais ça peut marcher dans certains cas. Ouais. Ça peut marcher dans certains cas, l'anti-vente. Je dis pas que c'est pas... Mais c'est pas quelque chose que j'aime utiliser. Et à quel moment tu sais si tu dois... Ah, ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence situationnelle. Et ça, c'est quelque chose qui s'acquiert avec l'expérience. C'est que, en fait, quand un vendeur il va faire une erreur, il va dire quelque chose au client, ça va pas fonctionner, c'est pas un échec en fait, c'est juste un retour d'information. Ça veut dire que c'est une indication comme quoi cette manière de faire, elle marche pas. Donc qu'est-ce qui fait le vendeur qui est intelligent ? C'est qu'il se dit, bon là j'ai fait comme ça va pas marché, la prochaine fois je vais faire différemment. Oui, chaque client est différent. Bien entendu. Mais après, c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, ce que on va voir, c'est qu'il y a 7 types de clients différents et que vous devez savoir tout de suite identifier quelle est la typologie de client que vous avez en face de vous et en fonction de ça, vous allez savoir comment réagir avec lui. Ce qui s'appelle la méthode Sonkas. On va y revenir un peu plus loin. Donc en fait, pour revenir à l'écoute, qu'est-ce qui est important ? Pourquoi est-ce qu'on doit écouter le client ? Parce que on doit déterminer quelle est la chose
le mot ou la phrase sur laquelle il est nécessaire de s'arrêter. Parce que tant qu'il y a une zone d'ombre chez le client, il ne fera pas affaire avec vous. Vous pouvez lui donner 10 000 bonnes raisons de faire affaire avec vous. Si dans son esprit, il a une raison pour laquelle il ne veut pas faire affaire avec vous, il ne fera pas affaire avec vous. Il suffit de sa voix, il suffit de son ton. Ça, on va en parler là, de la tonalité. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est très important. Mais maintenant, pourquoi c'est important de déterminer absolument quelle est la chose qui freine, qui empêche le client d'acheter? Parce que lorsque le frein et l'accélérateur ils s'affrontent, c'est toujours le frein qui gagne. C'est-à-dire que si le client, vous avez beau lui donner 10 000 bonnes raisons pour lesquelles il doit faire affaire avec vous, il a une raison seulement dans son esprit et vous n'avez pas réussi à l'identifier, il vous dira non et vous ne comprendrez pas pourquoi. Donc ce que je dis en réalité à tous les commerciaux que je coach, c'est que si le client ne t'a pas acheté, c'est que tu n'as pas fait ton travail correctement. Il faut prendre ses responsabilités. Et en général, sur quoi ça bloque? Sur quoi ça bloque en général? Sur quelque chose que le commercial ne maîtrise pas. Parce qu'il ne connaît pas son produit. Voilà, il ne connaît pas où le produit, ou il ne connaît pas certaines choses, d'où l'importance. Voilà. D'où l'importance de travailler ce qu'on a dit tout à l'heure, les muscles de vente. D'arriver à faire les petits réglages, et ça fait une très 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 grosse différence. On verra aussi que le principal chez un commercial, en dehors de toutes ces connaissances qu'il doit avoir par rapport à ce qu'est la vente réellement, c'est surtout sa psychologie personnelle. Pourquoi? Parce que les revenus d'un vendeur ne sont pas liés à l'économie, ils sont liés à une seule chose, à sa psychologie personnelle. C'est clair? On va... Je vois que ça écoute pas là-bas, ça écoute pas. C'est ma secrétaire qui traite votre dossier. Non, mais elle va vous expliquer. Là, on va avoir un point qui est hyper important. Et il y a très peu de gens dans le monde qui sont capables de vous donner ce que je vais vous donner là maintenant. Alors, je voudrais que vous soyez vraiment à l'écoute si possible. Les seules personnes qui enseignent ça, il y a 2 ou 3 personnes qui sont aux États-Unis et qui enseignent ça. C'est là où j'ai été chercher ces informations. Dans le monde francophone, il n'y a personne qui enseigne ça. Et ce que je vais vous donner là maintenant, c'est une clé. C'est comme le secret. Voilà. Écoutez bien. C'est que il faut, bien entendu, dans la vente, mettre en avant le produit et expliquer au client tous les bienfaits qu'il va retirer de notre produit. Mais ce qui a beaucoup plus d'impact chez le client, c'est quand on lui parle du CDI. C'est quoi le CDI? C'est pas le contrat à durée indéterminée. Ce serait magnifique de faire un contrat à durée indéterminée avec le client. Monsieur le client, vous êtes client chez moi, ad vitam aeternam. Impeccable. Non, c'est pas ça le CDI. C'est le coût de l'inaction. Vous allez montrer à votre client que s'il continue dans l'état actuel des choses, qu'il va perdre. Et pourquoi c'est important? Parce qu'on a plus peur de perdre que ce qu'on a envie de gagner. Si je vous dis maintenant, on joue à pile ou face 100 €, qui est-ce qui est prêt à jouer? Levez les mains. Toi, ça ne m'étonne pas. Maintenant, si je vous dis, on joue à pile ou face 100 €, toi aussi. Pile ou face 100 €, vous perdez, tu perds 10 € et tu gagnes 100 €. Qui est-ce qui est prêt à jouer? Je perds 10 €. C'est rien ça. Voilà, tout le monde. Pourquoi? Bah oui, pourquoi? Parce qu'en réalité, on a, dans notre nature humaine, on a plus peur de perdre que ce qu'on a envie de gagner. Donc vous pouvez dire au client, vous allez gagner, vous allez gagner, vous allez gagner. Ça ne lui parle pas. Par contre, quand vous lui faites comprendre qu'il est en train de perdre, là tout de suite, il est en alerte, il dit comment je vais faire maintenant? C'est vrai. Si je perds là et que je ne mets pas en place la solution, voilà ce que je suis en train de perdre. Il n'a pas envie de perdre. Et là, après, on peut lui dire, voilà monsieur le client, qu'est-ce que je peux vous proposer? Qu'est-ce que vous allez gagner grâce à ma solution? Est-ce que c'est clair? Comment? Voilà. Donc le CDI, quand vous êtes au téléphone avec votre client, oui, rappelez-vous, le CDI, c'est très facile à se rappeler, le coût de l'inaction. Montrez à votre client ce qu'il est en train de perdre, de ne pas travailler avec vous. Et là, c'est beaucoup plus facile. En fait, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire une cartographie de son état actuel et vous allez le juxtaposer avec le résultat futur.
Et là, le client, ça lui fait tilt dans la tête. Il comprend que maintenant, il y a un besoin. Parce que là, la vente, c'est quoi? C'est aussi l'art de réveiller les besoins. Le client, il ne sait pas qu'il a besoin. C'est au vendeur de réveiller le besoin chez son client. Il cherche la simplicité. Mais le client, sur notre base, il y a une demande qui est préalable sur laquelle on l'appelle. Donc il y a déjà un besoin sur lequel... Bien sûr, c'est encore déjà mieux. Mais là, des fois, il faut accentuer la chose pour qu'ils se rendent bien compte qu'il a un réel besoin. Parce que des fois, ils peuvent avoir eu envie, mais s'il n'y a pas... Parce qu'il y a 5 obstacles fondamentaux à la vente. Pas de besoin, pas de désir, pas d'argent, pas d'urgence et pas de confiance. Si il a un de ces 5 points, le client, il n'achètera pas. Mais pour chacun des points, on peut le faire changer. S'il n'a pas d'argent, c'est pas qu'il n'a pas d'argent, c'est qu'il n'a pas d'argent pour vous. Si un client vous dit j'ai pas le temps, si un client vous dit j'ai pas le temps, est-ce qu'il n'a pas de temps réellement? Bien sûr qu'il a du temps. Il n'en a pas pour vous parce que vous n'êtes pas sa priorité. Devenez sa priorité et il aura du temps pour vous. Voilà, monsieur Franck, je vais te faire gagner 50 000 shekels demain matin, tu vas voir si tu vas pas avoir le temps pour moi. Comment? Tu vas avoir le temps. Pour toi, jamais. Bien sûr. J'ai pas le temps pour ma femme, j'ai le temps pour toi. Avec 100 000 shekels demain matin, tu vas avoir du temps pour moi, t'inquiète pas. J'ai pas le temps pour ma femme, même pour 200 000 shekels, j'ai pas le temps pour ma femme, j'ai le temps pour toi. Maintenant, ce qui est important, Non, si tu me donnes 1 million de shekels, là, j'ai le temps. ah, tu vois, donc c'est une question juste de chiffres, en fait. Voilà. Donc là, je deviens ta priorité, du coup. Voilà. Ben, ton client, tu dois lui faire comprendre qu'il est en train de gagner plus que ce qui est important pour lui, tu comprends? Pour vendre, il y a 5 choses qu'il faut faire. Il faut dire les bonnes choses, dans le bon ordre, aux bonnes personnes, avec le bon ton et avec le bon positionnement. C'est quoi le positionnement? Il y a un biais cognitif que l'on a, que c'est le biais du messager. C'est par exemple, qu'est-ce que c'est le biais du messager? Si vous allez dans un avion, vous prenez l'avion, ça arrive à beaucoup de gens ici qui sont là, qui prennent l'avion. S'il y a une hôtesse de l'air qui vient vous voir et qui vous dit, monsieur ou madame, attachez la ceinture, peut-être vous allez l'attacher, peut-être pas, c'est une hôtesse de l'air. Si c'est le commandant de bord lui-même qui vient et qui vous demande d'attacher la ceinture, à 99,99% des cas, vous allez le faire. Pourquoi? Parce que lui, c'est une figure d'autorité. C'est ce qu'on appelle le biais du messager, il fait figure d'autorité. Donc du coup, vous allez lui obéir. Donc votre client, vous devez avoir un positionnement en tant qu'expert. Ce que le client il doit retenir de vous, c'est que vous êtes un expert dans votre domaine. Et comme on a dit au début de la conférence, il suffit de 4 secondes au client pour se faire une idée de vous. Et on a bien vu que ce n'était pas par rapport aux mots. Alors c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à ce que vous allez dégager, par rapport à la tonalité, par rapport à l'intensité que vous allez mettre, et au fait que vous avez un enthousiasme et une certitude. Il doit le ressentir. Est-ce que vous faites ressentir à votre client à chaque fois combien vous êtes enthousiaste, combien vous êtes expert, combien vous avez au téléphone? La tonalité, c'est très important. Il y a autre chose qui est aussi important, c'est de savoir utiliser la voix, savoir utiliser le silence. De nombreux commerciaux ont peur du silence. Ils veulent meubler les silences. Mais le silence, c'est une des plus belles armes qu'a le commercial à son service. Pourquoi le silence? Parce que quand vous parlez avec quelqu'un, si vous lui dites, voilà monsieur le client, regardez, nanana, voilà ce que vous allez gagner, et vous enchaînez. Ça n'a pas autant d'impact que si vous allez lui dire, voilà monsieur le client, voilà, non, vous avez bien compris ce que vous allez gagner. Et que vous vous arrêtez. Parce que quand on met le silence, ça permet au client d'intégrer ce qu'on lui dit, ça permet au client de comprendre que vous ne parlez pas pour rien dire, et ça permet en même temps de pouvoir rebondir sur certaines choses. Parce que là, à ce moment-là, ce qui est important, c'est de faire, écoutez bien ce que je vais vous dire, ce qui est important, c'est que tout au long de la conversation, de faire dire au client qu'il est d'accord avec vous. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand on arrive à la fin de la vente, comme on a dit pour le closing, c'est naturel. Le closing, c'est simplement le fait d'aller de là où on a été du début jusqu'à la fin de manière naturelle. C'est ça le closing. Si vous avez dit à votre client, monsieur le client, voilà, on est comme ça, vous êtes d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord, il a reconnu. Donc il n'y a aucune raison pour qu'à la fin, quand vous lui dites, bon maintenant on va remplir le bon de commande, on va prendre les papiers, on va faire comme ça, qu'il vous dise non. Et s'il vous dit non, c'est pas grave. Il a une objection, vous prenez... oui.
Non, vas-y. S'il donne une objection, à ce moment-là, vous répondez à l'objection et vous le faites avancer sur la ligne de certitude. S'il n'était pas à 10, vous l'amenez à 10. Il y a des commerciaux qui ont très peur d'aller jusqu'à la fin de la vente. Bien sûr. Il y a des commerciaux qui font tout bien, et moi j'en coach. Ils n'arrivent pas. Il y a des commerciaux qui font tout bien, et j'en coach tous les jours des commerciaux comme ça. Et une fois qu'ils changent leur approche par rapport au closing, leur vie elle change parce qu'ils performent. Moi, je pense que nous, quand on fait notre travail, en tant que ceux qui font les rendez-vous, ils le font bien. Mais derrière, le commercial, d'abord, il va trop vite. Parce que normalement, un commercial, il reste entre 2 heures et 2 heures et demie chaque fois. Et pas 1 heure et demie, 1 heure et quart. Et en plus de ça, ils ont tellement peur, ils sont bloqués. À la fin, on demande de monter le dossier, on va monter le dossier. Moi, j'en ai eu beaucoup qui m'ont dit, dossier de candidature. Ah ben si vous voulez réfléchir, vous réfléchissez et on verra après. Alors voilà, elle a soulevé un point très important, Patricia. Elle a dit, Pas le temps avec elle a dit, je vais réfléchir. Alors moi je vous dis une chose, quand le client il vous dit je vais réfléchir, vous savez ce que c'est? C'est un écran de fumée face à son incertitude. Quand il vous dit je vais réfléchir, c'est juste un écran de fumée qui vous met, qui cache son incertitude. Ça veut dire que vous n'avez pas fait votre travail correctement. Vous n'avez pas su le faire avancer sur la ligne de certitude. Parce que quand on a des commerciaux qui vont sur le terrain et que ça tombe à R2, un R2 ça veut dire... Au deuxième rendez-vous. À peu près assis, mais pas tout à fait, parce que le client il veut réfléchir. Mais on ne donne pas à un client à réfléchir. Non, exactement. On reste encore 1 heure, on le redéballe s'il le faut, mais on ne lui donne pas à réfléchir. Quand un jeune homme il va draguer une jeune fille, et qu'il l'amène, il l'amène au restaurant et qu'ils ont passé une bonne soirée et que tout va bien et qu'il la ramène chez elle et que voilà ils sont bien tous les deux, Ça lui a coûté une blinde. il va pas lui demander s'il va l'embrasser ou pas, il la prend, il l'embrasse, c'est naturel. Exactement. Donc vous n'avez pas dit au client maintenant on réfléchit, c'est quoi? Ça veut dire quoi on réfléchit? On est d'accord depuis le début. Un R2 pour moi ça ne doit pas exister. Un R2, on reste 1 heure de plus. Exactement. On continue à déballer jusqu'à la fin, même si on doit perdre le deuxième rendez-vous. Entièrement on d'accord. va jusqu'à la fin du travail. Moi, c'est ce que je ressens, ce que j'ai travaillé avant, et les commerciaux, ils restaient des Bravo. 3 et 4 heures. On voit l'expérience qui parle. Mais là, c'est Bravo. 1 heure et quart, on ne cloque pas un dossier en 1 heure et quart. Tu donnes à un client à signer 25 000 ou 20 000 euros, le mec, il entend la somme. Il n'est pas fou, le client. Donc, explique-lui, redéballe-le. Dis-lui que ce qu'il va payer Exactement. le matériel, c'est l'économie qu'il va faire avec le gaz ou le fioul. C'est ce qui va payer le matériel. Mais ne dis pas. Voilà. Elle va venir avec moi faire la conférence. Mais juste à l'heure, Ouais. t'as dit que le client il dit oui, j'ai pas le temps. Alors bien sûr, il a pas le temps pour nous. Mais derrière mon téléphone, c'est quoi la marge de manœuvre que t'as quand le mec dit j'ai pas le temps et comment tu le... La marge de manœuvre, c'est que tu dois arriver à te présenter, à lui faire comprendre que c'est dans son intérêt de te parler. Oui, mais ça, Et ça, tu le fais. ça passe en 20 secondes. Oui, eh ben, Monsieur, oui, j'ai bah pas ça le dépend. temps. Ces mots-là que tu vas dire et la manière dont tu vas les dire. Mais à part allô, au début, tu veux dire quoi? Non, y a pas. C'est rare que quand tu dis allô, les gens ils te raccrochent tout de suite. Ça, c'est pas possible. Allô, ils te raccrochent, ça peut arriver. Mais bon, Laisse ça, on va avoir une journée, je vais voir combien ils nous raccrochent comme ça. Allô et ils raccrochent. regardez. Allô et ils raccrochent. Si par exemple, je veux vendre une conférence à un chef d'entreprise, d'accord? Et je vais appeler le chef d'entreprise au téléphone. Je ne vais pas lui vendre la conférence au téléphone. Je vais lui dire, écoutez, j'ai besoin de 5 minutes. Vous m'accordez 5 minutes et je vais vous montrer pourquoi c'est intéressant pour vous. Vous allez gagner plus, vos commerciaux vont faire plus 30 à 300% de chiffre d'affaires. Et là, je vais lui montrer qu'il a intérêt à s'intéresser à ce que je vais lui dire. Et après, avec le ton, la manière de parler, je vais prendre un rendez-vous avec lui et sur place après, je le cloque, entre guillemets. Je ferme la vente. OK ? Donc, toi, ce qu'on a dit, c'est la tonalité. La tonalité, tu dois faire comprendre que tu es un expert, tu dois intéresser ton client, tu dois dire, lui, il faut que je l'écoute. Parce que la manière dont il m'a parlé, ça veut dire que derrière, il y a quelque chose. Parce qu'ils ont tous les jours des gens comme toi au téléphone. Si tu ne te différencies pas, du reste, on verra que la vente, c'est la clé des ventes, c'est les différenciateurs par rapport à la concurrence. Si vous arrivez à montrer à vos clients que vous êtes différent de la concurrence et que vous apportez des choses que eux n'apportent pas, ils sont prêts à faire affaire avec vous. Celui qui arrive à déterminer quel est son différenciateur par rapport à la concurrence, il fait 500% de chiffre d'affaires en plus par an. C'est pas négligeable, c'est pas grand-chose. Déterminer quelle est la chose que vous proposez que personne d'autre ne propose.
On a fait cadeau une télévision à 200 €. Donc on a dit, il y a aussi un petit biais cognitif que vous pouvez utiliser. Et je vais te dire une chose, tu vas utiliser ça et tu verras que ça marche. Faites dire oui le plus tôt possible dans le processus de vente à votre client. Que avec son nom. Parce que, exactement, vous êtes bien monsieur Untel, oui. Une fois qu'on a commencé à dire oui, on peut pas s'arrêter de dire oui, c'est psychologique. Alors j'ai dit ça à un commercial la dernière fois, il m'a dit bah c'est bien, maintenant je vais amener le truc de oui avec moi. La petite peluche là, oui. Enfin c'était une manière de rigoler, il m'a dit ça, mais c'est très important de faire dire oui aux clients parce que quand on a commencé à dire oui, on continue à dire oui. Il faut aussi maîtriser ce qu'on appelle les biais cognitifs. D'accord ? Il y a le biais du messager, on a vu, il y a le biais d'ancrage. D'accord ? C'est que quand on va vous donner un prix, même s'il est extrêmement élevé au départ et qu'on sait que c'est exagéré, malgré tout, on va se baser par rapport à ce prix-là. Et quand on va recevoir une réduction, on va apprécier la différence de prix en fait. Même si on sait que c'était pas... voilà, exactement. Il y a plusieurs biais cognitifs que vous devez apprendre. Là, on n'a pas le temps de le voir aujourd'hui parce que je voudrais aussi travailler beaucoup sur tout ce qui est motivation parce que c'est le principal pour les vendeurs. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut voir. Si vous voulez qu'on fasse ça dans une deuxième conférence à l'occasion, on le fera. Il y a plein de choses à voir. Mais on va. Non, c'est. Non, mais. Si vous voulez, on peut les voir là maintenant. C'est pas un problème. Mais on va rater des choses, c'est tout. C'est dommage. Maintenant, il y a quelque chose aussi sur lequel je voudrais qu'on fasse. Comme je vous ai parlé du CDI, d'accord. Tout ce qu'on a dit, c'est intéressant. Le CDI, c'est vraiment super intéressant. Et là aussi, c'est ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que on n'achète pas par la logique, mais on achète par l'émotion. On achète une émotion et on justifie par la logique. D'accord ? Si tu as acheté ton t-shirt là que tu as sur toi, pourquoi tu l'as acheté ? Parce qu'il t'a plu. Donc tu as acheté une émotion en fait. Tu as acheté une émotion. Tu n'as pas acheté un t-shirt. D'accord ? Comme on a dit, il faut créer le besoin chez le client. On n'achète pas une perceuse, mais on achète en fait un trou dans le mur. Monsieur, vous n'avez pas besoin de la perceuse, mais vous avez besoin de faire un trou dans le mur. Donc je vous vends la perceuse. Donc toi, tu as acheté quoi là, ton t-shirt ? C'est pas un t-shirt que tu as acheté, c'est une émotion. Et tu as justifié par la logique. D'accord ? Donc il faut faire créer l'émotion. Maintenant, dans l'esprit humain, dans le cerveau humain, on a deux cerveaux. On a le cerveau gauche et le cerveau droit. Le cerveau gauche, c'est celui de la logique. Le cerveau droit, c'est celui de l'imaginatif et de l'émotion. Si vous voulez vendre à votre client, vous devez le faire sortir de la logique du cerveau gauche et le faire rentrer dans le cerveau droit qui est celui de l'imaginatif et de la logique. Parce que tant qu'il est dans sa logique, il ne vous achètera pas. Ok ? Moi, quand je vendais de la boutargue sur le Kikar, et qu'il y avait 25 personnes en famille, en famille, et qui ne me connaissent pas, j'arrive avec ma gala, bonjour messieurs, dames, est-ce que vous voulez de la boutargue ? C'est la pire question qu'un commercial il peut poser. C'est une question fermée. S'ils disent non, il n'y a plus rien à faire. Sauf que moi, j'utilise ça comme une force, un peu comme en aïkido. Je sais qu'ils vont me dire non. Mais c'est simplement pour les faire sortir de leur torpeur. Ils vont me dire non et ils continuent à s'intéresser à ce qu'ils font. Et qu'est-ce que je leur dis derrière ? Ah, vous préférez de la dame prout ? Là, ils vont te dire oui. C'est exactement la même chose. Et là, il y en a un qui se met à rire. Il dit, mais c'est pareil, non ? Donc là, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai fait sortir le client du cerveau gauche, de la logique. Je suis en famille, j'ai pas envie d'être dérangé, je te connais pas, j'ai pas d'argent à dépenser maintenant, je sais pas si elle est bonne ta boutargue. C'est sa logique. Et là, d'un seul coup, je le mets dans l'imaginatif. Et sur un groupe de 24, il y en a un, il va me dire « Ah bon, mais montrez-la moi comment elle est, etc. » Et je vends à 1, 2, 3, 4, 5. Un autre vendeur, il l'aurait pas vendu. Parce que je connais les fonctionnements de l'esprit humain. C'est pour ça qu'on en a acheté beaucoup. Vive les Tunisiens. Voilà. Donc en fait, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire au téléphone, David ? Vous devez faire rentrer le client dans le cerveau droit. Vous devez le mettre dans l'imaginatif. S'il vous dit c'est chaud, vous dites c'est plus chaud que les braises. Il va s'imaginer les braises. On va faire une expérience maintenant. Je vais vous demander quelque chose de très simple. Ne pensez pas à un éléphant rose. On l'a tous pensé. Bah, je l'ai Voilà. pensé. Voilà, vous l'avez tous vu. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, l'esprit humain ne comprend pas le négatif. Et dès qu'on lui parle de quelque chose, il rentre dans l'émotion et il le voit. Donc en fait, vous devez faire rentrer votre client dans l'émotion, et si vous lui parlez de braises, il va les voir les braises. Si vous lui parlez, c'est froid, c'est plus froid que la glace, il va imaginer de la glace. Et là, à ce moment-là, vous l'avez gagné. Pourquoi ? Parce que vous l'avez fait sortir de la logique, vous l'avez fait rentrer dans
l'émotion. L'émotion. C'est clair? Donc utilisez un maximum les émotions. Vous êtes son ami, vous lui faites en même temps, vous le faites sortir de sa logique et vous le faites avancer sur la ligne de 10 au niveau de la certitude. Parce que comme on a dit, pour qu'il puisse vous acheter, il faut qu'il soit sur les 3 lignes de certitude au niveau des 10 sur les 3. Ok? Donc après, pour chaque point, on peut rentrer dans les détails et savoir qu'est-ce qu'il faut dire pour amener le client sur la ligne de certitude et le faire avancer, pour arriver après au closing. Ok? Un vendeur, je pense que il devrait avoir une seule chose en tête, c'est de faire en sorte que les clients soient fiers d'eux-mêmes. Fiers d'eux-mêmes d'avoir fait appel au service du vendeur. Si quand, par exemple, il y a un vendeur qui va vendre à son client et que son client il s'en va, il le regarde comme ça, avec un air satisfait, ça, c'est l'aboutissement de la vente. Il faut que quand vous raccrochez avec votre téléphone, le téléphone avec votre client, il faut que lui il se dise « Waouh, j'ai bien fait de faire confiance à cette entreprise. J'ai bien fait de travailler avec eux et non pas avec leurs concurrents. » Et ça, posez-vous la question. Comment, dans mon domaine d'activité, je peux faire en sorte que le client il soit fier de lui-même, fier d'avoir fait affaire avec moi. Ça fait sens? Ok. Alors, on a parlé tout à l'heure des profils de clients, que c'était beaucoup plus intéressant d'arriver à déterminer quels étaient ces profils. On a 7 types de profils principaux, c'est selon la méthode Soncas. Donc, c'est des lettres on va les lire là maintenant. S, c'est pour sécurité, O, c'est pour orgueil, N, c'est pour nouveauté, C, c'est pour confort, Soncas, et le A, c'est pour argent, S, c'est pour sympathie, et le E, c'est pour environnement. Ok? Vous avez des clients qui sont plus portés sécurité. D'accord? Et eux, ce qui les intéresse, c'est que vous allez les rassurer sur certaines choses. Donc vous allez parler de labels de qualité, vous allez parler de clients qui vous recommandent, vous allez parler de toutes ces choses-là. Vous avez des clients qui, au contraire, eux, sont plus nouveautés, ils aiment tout ce qui est nouveau. Donc vous allez devoir plus axer votre speech, en réalité, votre langage, sur ces points-là. C'est à vous de déterminer. Je vous invite à regarder ce que c'est que la méthode Soncas. Il y a sur Internet, vous pouvez le trouver. Et à essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir utiliser les bons leviers avec votre client pour pouvoir le toucher et lui parler. Quelqu'un qui est environnement, par exemple, vous lui dites qu'il va économiser du carbone, ça peut l'inciter à faire affaire avec vous. Parce que regardez, même si vous donnez des bons arguments à votre client, si lui, il en a un seul qui a beaucoup de poids dans son esprit, la balance, elle va pencher de son côté. Généralement, voilà. C'est l'argent. Ça dépend, oui. Le seul souci, c'est l'argent. Ouais. Il y a aussi bonne installation. Il y a une grosse méthode. Il y a beaucoup de... Hein? Il y a aussi pas dépenser son argent et aussi J'ai pas entendu. Une méthode qui est connue Ouais. américaine et qui Le problème qu'on a, nous, c'est l'argent, c'est l'argent. Spanko. Comment tu dis? Spanko. Spanko. Ouais, c'est un peu comme Soncas, mais avec d'autres... Ouais. Il va y avoir La méthode Spanko, le S c'est suspect, Ouais. P c'est un prospect, Ouais. le A c'est analyse, Mhm. le N c'est négociation, le C c'est conclusion, et derrière t'as ordre. D'accord. C'est un entonnoir. C'est un entonnoir, exactement. Ça, on peut pas faire ça aujourd'hui, là, maintenant. Il faut s'asseoir, expliquer, détailler. C'est comme pour la méthode Soncas. Je vais pas y rentrer maintenant dedans en détail, vraiment. Parce que c'est un sujet en soi, on peut prendre 1 heure, 1 heure et demie. Je connaissais déjà cette méthode. J'ai déjà... Ouais. Méthode américaine, Ouais. Rien que ça, c'est une Donc- vente, méthode américaine. Américaine, qualité, Exact. savoir-faire. Donc là, le temps, il avance. On a que 1 heure, malheureusement. Il nous reste 20 minutes. Alors, on va essayer maintenant de parler. Là, on a vu les points principaux par rapport à la vente. Je pense qu'on a fait le tour. Il y a une chose que je voudrais sur laquelle qu'on revienne, qu'on n'a pas eu le temps de voir, c'est que il faut faire confirmer les informations pour réengager le client dans le processus de vente au fur et à mesure. Ça veut dire que, ok, là, monsieur le client, vous êtes d'accord avec moi, il confirme, et en même temps, ça lui permet de se réengager dans le processus de vente et d'avancer sur la ligne de 10 au niveau de la certitude.
Ok? Là, on va passer sur la partie plus motivation, parce que ça touche tout le monde, que ce soit des commerciaux ou pas des commerciaux. Peu importe ce qu'on fait, on a besoin de se motiver en permanence. Et du reste, je pense que la motivation, c'est exactement comme la douche. En principe, hein, pour tout le monde, c'est tous les jours. On doit se motiver tous les jours, et même plusieurs fois par jour. Parce qu'un commercial qui n'est pas motivé, il ne performe pas. Ok, il y en a qui me disent non, moi je prends une douche par semaine. Je fais bon, c'est ton problème. Hein, mais en tous les cas, la motivation. Tous les matins, quand vous êtes sous la douche, pensez à vous motiver. D'accord? Oui, mais comment? Vous devez, on doit. Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Là, regardez, je voudrais avoir votre attention, et c'est parce que je vais vous donner quelque chose qui est très profond. C'est pas quelque chose quand je vous dis voilà comment tu vas te motiver et c'est facile. C'est quelque chose de très profond. C'est qu'en réalité, pour se motiver, il faut plusieurs choses. Si on veut changer quelque chose, peu importe ce que c'est, quelle est la première des choses que l'on doit faire? On doit changer le degré d'importance que l'on accorde à la chose. Ah ouais, j'ai mal compris. Si on veut changer quelque chose, peu importe ce que c'est, dans tous les domaines, on doit commencer par changer le degré d'importance que l'on accorde à la chose. Ça veut dire, si quelqu'un veut perdre du poids et qu'il n'arrive pas à perdre de poids, le jour où son médecin lui dit « Monsieur, si vous ne perdez pas du poids, vous êtes mort », il va perdre du poids. Ah, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'il a changé le degré d'importance. C'est pas qu'il n'était pas capable de perdre du poids avant, c'est que maintenant, c'est tellement important pour lui. Maintenant, c'est quoi le secret? C'est qu'il a maintenant une bonne raison pour laquelle il veut faire les choses. Et pour être motivé, il faut avoir des bonnes raisons. Parce que les raisons sont le combustible dans la fournaise de nos réalisations. Là, je suis d'accord. Les raisons sont le combustible dans la fournaise de nos réalisations. Si on n'a pas de bonnes raisons pour lesquelles on veut faire les choses, on ne les fait pas. Ensuite, il faut avoir un désir ardent. Pourquoi c'est important d'avoir un désir ardent? Parce qu'imaginez-vous que, tout à l'heure on a parlé de casserole. Si on veut faire bouillir une marmite d'eau, est-ce qu'on peut la faire bouillir sur un feu qui est doux? Bah non. On ne peut pas. Il faut que le feu il soit fort. Si on n'a pas un désir ardent d'arriver à faire les choses, on ne les fait pas. Donc c'est dans les pensées alors. Exactement. C'est pour ça que je vous dis c'est plus profond. C'est qu'il faut travailler sur la psychologie. Alors on va rentrer un peu dans le détail par rapport à ça. Tous les neuropsychologues, etc., les neurosciences, la biologie, tout ça, ils expliquent qu'on a en moyenne 65 000 pensées par jour. Je vous coupe, hein. Ouais. Si on se met trop sur la motivation, après ça devient une pression. Et si on est sous la pression, on ne fait rien. Non, pourquoi? La motivation, elle est là pour donner l'énergie au commercial d'arriver à atteindre ses objectifs. C'est pas une pression, c'est une pression positive. C'est une pression positive. Je suis un peu d'accord avec eux. Personnellement, Oui, oui. ça, Non, mais attention, attends. Alors, non, toi, tu sais de quoi tu parles? Je vais te dire de quoi tu parles. C'est que si tu changes pas ton paradigme au moment où tu te fixes tes objectifs, oui, tu as un problème. C'est quoi le paradigme? Le paradigme, c'est un programme qu'on a inconscient qui détermine ce que l'on pense être capable de réaliser ou non. Pour chacun, c'est différent. D'accord? Le paradigme, chacun en a un, d'accord? Et du reste, si on voit quelqu'un là où il en est, c'est en grande partie à cause du paradigme qu'il a dans son esprit. D'accord? Chaque personne. Eh ben, je vais faire les choses, mais après, je vais me sentir mal. Voilà. Maintenant, c'est ça le truc. C'est que si le commercial, dans son paradigme, il peut gagner, par exemple, 5 000 € par mois et pas plus, il va essayer de gagner 10 000 € par mois, il ne va pas y arriver. Parce que dans sa tête, c'est 5 000 €. Parce que dans sa tête, c'est 5 000 €. Donc, pour qu'il y arrive, il faut qu'il change son paradigme. C'est quoi le paradigme? C'est un peu... Quand on prend un avion, si on part de Paris pour aller à New York, et que l'avion, il dévie un tout petit peu au décollage, c'est pas beaucoup, quelques degrés. À l'arrivée, s'il n'y a pas de rectification, on va arriver à Montréal ou je sais pas où. Donc, c'est un gros problème. Et en fait, le paradigme, il remet, comme un pilotage automatique, les choses selon le paradigme que l'on a. Si on essaye de passer au-delà et de faire 10 000 alors qu'on a un paradigme à 5 000, on n'y arrive pas. Donc tu te mets un projectile Voilà. pour te dire, il doit faire tant. Voilà. Donc il faut travailler au préalable le paradigme. C'est le secret. Et ça, c'est le secret, moi j'ai commencé. Voilà. Et celui qui arrive à travailler son... Alors moi je vais vous donner un exemple, je vous parlais de moi. Et ce que je vais vous dire c'est réel, d'accord? Ça reste entre nous. Je me suis fixé l'année dernière pour objectif de doubler mes revenus tous les mois.
D'après vous, est-ce que j'ai doublé mes revenus, oui ou non? Oui, non. Oui, non. Il y a des mois où j'ai doublé et il y a des mois où j'ai triplé. Mais tous les mois, j'ai doublé, oui. Parce que tu te dis dans ta tête, je vais. J'ai fait, regardez, on n'améliore pas ce qu'on ne mesure pas. J'ai dit tous les mois, parce que moi je travaille dans plusieurs domaines d'activité, et donc j'ai des revenus qui sont qui montent, qui descendent. J'ai pas un salaire fixe, ok? Donc j'ai fait janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. J'ai noté tous les mois combien je gagnais. À partir du mois de janvier, je me suis dit maintenant ça y est, je double mes objectifs, mes revenus. Et j'ai doublé tous mes revenus tous les mois depuis le mois de janvier. Et il y a des mois où j'ai même triplé mes revenus. Parce que tu t'es donné un objectif. Parce que pourquoi? C'est que si on se fixe des objectifs et qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? On va se donner les moyens de les atteindre. Mais après, ça devient en pression. Non, non, parce qu'on évolue. Et attention, regarde, j'ai dit je vais doubler. Maintenant, si j'avais dit je vais faire 5 fois plus, je me serais écrasé. Parce que Mais ton père, il me faisait ça avant. j'ai doublé mes revenus. Admettons, genre, André, motivation. on fait 2 rendez-vous lundi, on a dit voilà, le mardi il faut en faire 4. Bah, on va pas en faire un parce que je vois, il en faut 4, on se met la pression. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas, non, pas au jour, pas sur le jour même. Il faut se fixer des objectifs annuels divisés. Il faut se fixer, écoute-moi, il faut se fixer des objectifs annuels divisés par mois, combien ça fait. Voilà. C'est tout. C'est comme ça. 10, par exemple. Voilà. Pas sur le. Là, c'est pas. Peut-être là, dans 3 jours, tu reviens 15. Maintenant, un petit peu d'attention, on va arriver à la fin. Regardez, je vais vous dire une chose. On a fait une expérience, on a pris des poissons qui ont grandi dans un aquarium. Vous pouvez voir ça à la vidéo, ou sur LinkedIn, je l'ai mis le lien. Il y a une vidéo sur la chaîne YouTube. Les poissons, ils les ont pris, ils ont grandi dans un petit aquarium, ils ont pris le petit aquarium, ils l'ont mis dans un grand aquarium. Ben, les poissons, ils sont restés dans le petit aquarium. Oui, parce que c'est leur... Ils ont les nageoires qui sortent, ils peuvent sortir et nager dans le grand aquarium, ils restent dans leur petit aquarium. Pourquoi? Parce qu'ils ont été conditionnés comme ça. L'éléphant, pourquoi quand on lui met un piquet, il reste, il bouge pas? Parce que depuis qu'il est petit, on l'attache au piquet, il essaye de se tirer, il n'arrive pas. Et ben quand il grandit, malgré qu'il ait la force de pouvoir l'enlever, il pense qu'il ne peut pas l'enlever. Donc en réalité, on est tous, et je parle aussi pour moi, à l'image de ces poissons, on reste à notre niveau, on est limité. Alors qu'en réalité, on est illimité. Maintenant, je vais vous dire pourquoi. Parce que pour arriver à atteindre des résultats supérieurs, il faut savoir une chose. Il faut sortir de sa zone de confort. Parce que les résultats qu'on cherche, ils sont au-delà de notre zone de confort. Mais il y a un secret. C'est de devenir confortable dans l'inconfort. Voilà. Non, tu peux répéter la première fois. Il faut sortir de sa zone de confort. Et le secret, c'est que pour pouvoir sortir de sa zone de confort, il faut devenir confortable dans l'inconfort. Il faut aimer sortir de sa zone de confort. C'est faire des choses que tu n'as jamais fait qui sont dures pour toi. Moi, la première fois où j'ai voulu donner une conférence, où j'ai dû parler devant 30 personnes, j'ai pas dormi toute la nuit. Quand j'ai dit oui, j'ai eu une boule au ventre. Ok, aujourd'hui, je donne des conférences, c'est pas un problème. Malgré tout, j'ai toujours l'angoisse, le stress de avant la conférence, c'est normal. Ok, du reste, la peur, elle disparaît dans l'action. Une fois qu'on est dans l'action, on n'a plus peur. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on sort de sa zone de confort, c'est là où on atteint les résultats qu'on avait envie d'avoir. Parce que tant qu'on est dans notre zone de confort, tout va bien, on n'a pas des résultats qui sont au-delà de ce qu'on pouvait faire. Et tous, chacun d'entre nous, il peut se regarder et se dire, est-ce que j'aime sortir de ma zone de confort? Est-ce que je sors de ma zone de confort? Ou est-ce que j'ai les résultats que j'ai parce que j'aime bien rester dans ma zone de confort? Alors qu'en réalité, comme on a dit tout à l'heure, les efforts, ça coûte des centimes en termes d'efforts, mais ça peut rapporter des millions. Faites des efforts, sortez de votre zone de confort et vous aurez des résultats. C'est clair? Donc quand tu te fixes des objectifs, tu t'obliges à sortir de ta zone de confort. Et le problème, c'est que les gens, ils vivent leur vie, la plupart, sans se fixer d'objectifs. Et la vie, elle passe, et les années, elles passent, et ils n'évoluent pas. Alors, je vais te dire un petit truc. C'est vrai ce que tu dis, parce que c'est comme un commercial qui ne signe pas la première signature. Il est démoralisé. Il a du mal à... C'est la vérité. Il a du mal après à aller au deuxième rendez-vous. Ouais, alors là, ça c'est un truc, tiens, je vais te donner un truc par rapport à ça. Regarde. C'est que, Patricia, ce que tu as soulevé là, c'est très important pour les commerciaux. C'est que quand il y a un rejet, le commercial, il baisse dans sa motivation. Il commence à douter.
Maintenant, le doute est au commercial ce que la crampe est au corps. Dès que le commercial il doute, il n'arrive plus à performer. C'est terminé. Alors il se sent qu'il est perdu. Voilà. C'est ça. Il y a des attaquants, ils sont excellents, ils ont tous pour ils ont tout pour réussir, mais ils peuvent pas. Il a un peu de points, Parce qu'il baisse les bras là-bas. dès qu'il a deux points de gagné, il se fait dans le... Ah, Caro, c'est pas des charcuteries. Maintenant, sachez une chose, c'est que le commercial, il faut pas avoir peur du rejet. Non, mais même quand il perd ou quand il gagne, Voilà. même quand il signe, c'est pareil. Hein. Il dit, oh, je suis Bien sûr. fou, alors. Non, mais il y en a, s'ils se font rejeter, ils vont dire c'est moi qui suis pas bien, etc. Mais si on prend un billet de 100 € et qu'on le froisse, on le donne à quelqu'un, même s'il est froissé, il va le prendre parce que la valeur elle est la même. On perd pas sa valeur parce que quelqu'un qui nous a froissé, pas parce que lui il a des problèmes avec son épouse et que voilà, c'est sur vous que c'est tombé, que c'est vous avez un problème. Non. Et on fait pas des affaires avec tout le monde. Et chaque non, il rapproche du oui. Il faut aimer le non autant que le oui. Pourquoi je continue à faire ce que je fais comme activité commerciale? Vous savez ce que je vends. Pourquoi? Parce que c'est un métier où je reçois beaucoup de non. Il faut que je vois, je sais pas combien de personnes qui vont me dire non pour que j'en ai un qui me dise oui. Mais le non, il me rapproche du oui. Et aujourd'hui, je suis arrivé à être amoureux du non plus que du oui. Et quand on me dit non, je dis merci. Ils me disent, mais pourquoi je vous ai dit non? Pourquoi vous me dites merci? Je dis merci parce que tout à l'heure, vous me rapprochez de celui qui va me dire oui. C'est un peu comme si on regarde le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est la même histoire. Donc les commerciaux qui performent, eux, ils se posent pas de questions. Non, parce que moi, Même s'il y a une journée, 2 journées, une semaine où ça n'a pas fonctionné, ils perdent pas leur motivation et automatiquement, ils performent. Ok, on a encore 8 minutes devant nous. On peut encore voir pas mal de points. le plus important, comment ici? Comment Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Ce qui est important donc, c'est de maîtriser son dialogue interne. Cette petite voix que l'on a à l'intérieur, là, que l'on entend, mais on ne sait pas qui est-ce qui parle en fait. D'accord? C'est de maîtriser son dialogue interne. Sachez une chose, on a 2 personnes qui sommeillent en nous. Chacun d'entre nous, on a ces 2 mêmes personnes. Et on ne le sait pas. Il y a Monsieur Triomphe et Monsieur Défaite. Ce sont 2 bons soldats. Monsieur Triomphe, si vous lui demandez, tu lui dis, comment je vais faire pour réussir, il va vous donner toutes les bonnes raisons pour lesquelles vous allez réussir, et il va vous aider à réussir. Monsieur Défaite, si vous lui dites à Monsieur Défaite, je ne vais pas y arriver, j'y crois pas, il va vous donner toutes les bonnes raisons pour lesquelles vous n'allez pas arriver, et pour lesquelles vous n'allez pas performer ou faire ce que vous voulez. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que vous ne devez écouter uniquement que Monsieur Triomphe. Quand c'est Monsieur Défaite qui parle, vous mettez à la poubelle. Regardez, si vous êtes à la maison le soir, il est minuit. Les amis là-bas, vous écoutez? Il est minuit, vous êtes à la maison. Il y a quelqu'un qui tape à la porte très très fort. Vous regardez par le trou comme ça. C'est un mec qui fait 2 mètres de haut, il est bourré complètement. Il vous parle en russe. C'est un russe bourré, vous le connaissez pas. Et il vous dit, ouvre-moi la porte. Est-ce que vous allez ouvrir la porte? Il fait 2 mètres. Non, je ne vois pas. Il fait 2 mètres. Par la peur. Non, mais justement, tu vas rester chez toi, tu vas pas ouvrir la porte. J'en vois. En général, quand on a un cas comme ça, on n'ouvre pas la porte, d'accord? Parce que... Ok, pourquoi? Donc c'est vous qui décidez qui vous laissez rentrer chez vous ou pas? Ok. Et bien pourquoi est-ce que vous décidez de laisser rentrer des mauvaises pensées? Quand vous avez une mauvaise pensée, on a vu tout à l'heure, on a 65 000 pensées en moyenne par jour. L'immense majorité des pensées, elles sont dans l'inconscient. Parce que l'inconscient, il est là pour filtrer nos pensées, pour nous permettre de vivre. Parce que si on devait faire attention aux 65 000 pensées qu'on a par jour en moyenne, on ne pourrait pas vivre. Donc l'inconscient, il filtre nos pensées. Donc si vous avez des pensées qui vous viennent, vous les prenez, vous les laissez pas rentrer dans votre esprit, vous les mettez à la poubelle. Quand vous avez quelque chose sur le bureau de l'ordinateur qui vous plaît pas, vous le prenez, vous le mettez à la poubelle. Donc si c'est Monsieur Défaite qui vient vous parler, vous lui dites, toi tu vas à la poubelle et vous n'écoutez que Monsieur Triomphe. Et vous verrez que ce qui va se passer... C'est toi, Monsieur Défaite. Regardez, À chaque fois que vous nous parlez. le lion, c'est le roi des animaux. Le lion, c'est le roi des animaux. Mais vous savez que 80%, écoutez bien ce que je vais vous dire, 80% du temps, le lion, de sa vie, 80% de sa vie au lion, c'est un échec. 8 fois sur 10 où il part chasser, il rate sa proie. Les 20% où il gagne, où il arrive, ça lui permet d'être le roi des animaux.
Et le commercial, la ligne de réussite du commercial, elle n'est pas basée sur les oui, elle est basée uniquement sur les non. Parce qu'il corrige ce qu'il a. La ligne de réussite du commercial est basée non pas sur les oui, mais sur les non. Michael Jordan, il a le record du monde de paniers réussis à la dernière seconde. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il a aussi le record du monde de paniers ratés à la dernière seconde. C'est-à-dire, il y va. Voilà, il y va. Fais un bourrin. Voilà. Donc vous ne devez pas vous poser de questions. Le doute, encore une fois je reviens, est au vendeur ce que la crampe est au corps. Dès que le vendeur il doute, c'est terminé, il n'arrive pas à performer. Ouais, mais ça, je suis d'accord avec toi. Tout ce que tu as dit, c'est bon. Mais nous, une fois qu'on a fait notre dossier, c'est le commercial qui doit faire son travail. Oui, mais Ça c'est autre chose. Moi ce que regardez. On va terminer avec ça parce qu'on a dépassé le Zman. On va arriver. Regardez, on va terminer avec ça. Après, c'est ça, c'est pas la chance avec le c'est commercial. à toi de. Regardez, moi ce que je voudrais vous dire, c'est que la majorité, le majeur problème, le problème majeur qu'ont les commerciaux ou les gens qui font de la vente, c'est pas qu'ils se fixent des objectifs qui sont trop hauts. Quand on a parlé des objectifs, c'est pas ça le problème. C'est qu'ils les atteignent pas. Même si vous fixez des objectifs hauts et que vous les atteignez pas, c'est pas un problème. Le problème, il est que vous vous fixiez des objectifs trop bas et que vous les atteignez. C'est-à-dire que vous étiez capable de faire plus, mais vous ne l'avez pas fait parce que vos objectifs, vous n'avez pas cru en vous et vous les avez fixés trop bas. Donc fixez-vous des objectifs hauts, quitte à ne pas les atteindre, mais vous arriverez toujours à faire beaucoup plus que si vous vous fixez des objectifs qui sont bas. Maintenant, pour terminer, je voudrais qu'on parle de Björn Borg. À l'époque, c'était un des meilleurs, plus grands tennisman, Björn Borg. Il y a très longtemps, Patricia l'a dû connaître, pour les jeunes, ils ne connaissent pas. Björn Borg, c'était un Suédois. Il a gagné quasiment tous les grands tournois, etc. Donc il a été interviewé à la télévision française et ils lui ont posé la question. Les Français ne savent pas parler en anglais, vous savez, ça, ils ne savent pas. Donc ils lui ont posé la question en anglais. Quel est votre secret pour être un si grand champion? Et vous savez qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit à la speakerine de la télévision, c'était sur Antenne 2, il lui a dit comme ça, il lui a répondu, il a dit « Je tape la balle ». Non. Alors elle lui a dit « Non, je crois que vous n'avez pas compris la question ». Et lui, il a dit « Non, vous n'avez pas compris la réponse ». Il a dit « Je tape la balle, je tape chaque balle du mieux que je peux. J'ai une balle à taper. » Ok, ceux qui font du ping-pong, là, ici, là. J'ai une balle à taper. Je ne cherche pas à savoir si c'est un jeu, un set, un match, un point, peu importe. Ce que je sais, c'est que je dois la taper du mieux que je peux. Si vous faites chaque appel, chaque vente, du mieux que vous pouvez, avec l'intensité, avec tout, sans prendre en considération quoi que ce soit, sans penser le client il va m'acheter, il ne va pas m'acheter celui-là. Ok, parce que quand on pense que le client il ne va pas nous acheter, on vend comme quelqu'un qui ne sait pas vendre. On ne fait pas les efforts suffisamment nécessaires pour pouvoir lui vendre, puisqu'on se dit il ne va pas m'acheter. Donc automatiquement, faites chaque vente, chaque appel, comme Björn Borg, il tapait la balle. Et c'est ce qui va faire que vous allez performer. Ceux qui performent, ils ne se posent pas de questions, ils font leur travail du mieux possible. Ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Mais en réalité, 30, 40, 50% de plus de chiffre d'affaires très facilement si vous faites ça. C'est pas grand-chose. Comme on a dit, regardez quels sont les muscles de vente que vous devez travailler, améliorez-vous en permanence, mais à chaque appel, donnez-vous au maximum. Vous allez vous améliorer et vous allez avoir plus de chiffre d'affaires et automatiquement la motivation, elle va monter. Mais tout dépendra de l'intensité que vous allez mettre lorsque vous allez passer votre appel. C'est clair? Alors rappelez-vous Björn Borg, quand vous voyez ici, ça pourra vous rappeler, passez vos appels, mettez tout ce que vous avez dans le ventre sur chaque appel. Et quand le soir vous rentrez, faites de votre journée un chef-d'œuvre. Bekitsour, si on veut dire quelque chose de... Vous arrivez au travail, vous vous dites aujourd'hui je vais faire de ma journée un chef-d'œuvre. Et vous savez quoi? Il y a quelque chose de magique. Si vous faites une journée, un chef-d'œuvre, la deuxième journée, un chef-d'œuvre, vous faites une semaine de chef-d'œuvre, une autre semaine de chef-d'œuvre, vous avez un mois chef-d'œuvre. Et chaque mois vous faites pareil, vous avez une année chef-d'œuvre. Et ça veut dire quoi cette année chef-d'œuvre? Ça veut dire qu'à la fin de l'année, vous n'avez plus gagné tant, vous avez gagné 30, 40, 50, 70% de plus. Ezrat Hashem. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.
On est dans les temps. Voilà, pile 16h.